Emmanuel, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin. Salut Marc. Je vous présente Juan Camilo, qui est un de mes collègues qui a travaillé avec moi sur ce papier et qui est ici avec nous ce matin. Alors, on vient vous présenter un peu là, les grands traits d'un travail qu'on a amorcé il y a 2 ans, où en nous intéressant à la collaboration interorganisationnelle, on essaie de voir comment est-ce que ça pourrait peut-être soutenir davantage le déploiement de l'économie circulaire. Alors, en débutant ma présentation, si je vous demandais spontanément le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on parle d'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Un mot. Pardon? Un cycle, partenaire, ensemble, boucle, écologique. Alors, vous êtes différents. Cet exercice a été fait par la Fondation Ellen MacArthur. Puis leurs résultats ont fait mon affaire. Mais regardez comme c'est intéressant. Ils ont fait l'exercice avec 200 entreprises qu'ils ont réunies lors d'un événement. Ils nous ont présenté ces résultats-là lors du sommet canadien de l'économie circulaire qui avait lieu il y a quelques semaines. Il y en a peut-être parmi vous qui y étaient. Et donc, le terme collaboration est venu, et de loin, en première place des termes qui venaient en tête des gens. Et en fait, ça fait écho à notre propre constat depuis quelques années, autant dans la littérature grise, dans les discussions, les présentations qui sont faites par des promoteurs de l'économie circulaire, des acteurs qui y sont impliqués, dans la littérature académique, et même dans le fait qu'on est de plus en plus sollicité par des entreprises, des municipalités qui souhaitent prendre un virage vers l'économie circulaire et qui souhaitent avoir un soutien au niveau de leur pratique de collaboration. Puis d'ailleurs, ça m'a frappé, je le disais à Emmanuel ce matin, au sommet de l'économie circulaire, comment tout le monde parlait de collaboration. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de collaboration quand on est en contexte d'économie circulaire? C'est ce qui nous a amené à vouloir entreprendre la revue de littérature dont je présente les résultats aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on sait sur le fonctionnement de la collaboration en contexte d'économie circulaire? Qu'est-ce qui nous manque comme connaissance, comme information pour mieux la soutenir? Donc, c'est le genre de questions auxquelles on va chercher à répondre à travers cette recension des écrits qui a adopté une méthodologie de type Scoping Review. Donc, le but, ce n'était pas d'évaluer la qualité des travaux qui sont réalisés. Et vous allez le voir, c'est un champ de littérature qui est en émergence. Puis là, vraiment, je vous parle ce matin de collaboration interorganisationnelle. Je vais utiliser le terme CI en contexte d'économie circulaire. Quand je vous dis que c'est en émergence, c'est dans le contexte d'économie circulaire. Emmanuel et moi, on a fait nos thèses là-dessus il y a plus d'une vingtaine d'années. Fait que la notion n'est pas nouvelle, puis en fait, je vais y revenir plus tard. Donc, Scoping Review, à partir de recherches par mots-clés dans les principales bases de données, on a répertorié d'abord au-dessus de 1000 articles. En date là, du printemps 2023, été 2023, on a terminé la collecte. À l'aide du logiciel Covidence, par des analyses de résumés puis éventuellement d'articles, on a restreint ce corpus d'analyse-là à 140 articles. On a consigné dans une base de données avec un ensemble de caractéristiques qu'on leur a attribuées. Chaque article a fait l'objet d'un résumé aussi, qui a ensuite fait l'objet d'une analyse là, par catégorisation thématique inductive. Rapidement, une description des grandes lignes de ce corpus de connaissances. Une littérature, je vous le disais, en émergence. Sur les 140 articles qu'on a répertoriés, il y en a 115 qui ont été publiés en 2020 et 2023. On peut penser que ça ne fait que s'accentuer dans les 2 dernières années. Une grande part de ces articles-là, publiés dans 2 revues, Journal of Cleaner Production, c'est pas anodin pour la suite de nos constats, et dans la revue Sustainability. Une affaire qui est intéressante dans cette littérature-là, essentiellement, je vous dirais, autour de 85% des articles présentent des études de cas d'initiatives en économie circulaire qui ont impliqué de la collaboration. Ces cas-là se passent où? Essentiellement en Europe, une répartition à peu près équivalente en Asie, en Afrique, Amérique du Sud centrale, Océanie. Rien sur l'Amérique du Nord. Alors, ceux et celles qui cherchent un gap dans la littérature, il y a quelque chose d'intéressant par là. C'est comme ça. Les principales disciplines qui s'intéressent, alors je viens de vous dire que l'essentiel des articles sont dans Journal of Cleaner Production. Alors, ceci expliquant cela, probablement, génie,
Gestion des opérations, qui est souvent assez connexe avec le monde de l'ingénierie, sont les principales disciplines à travers lesquelles c'est abordé. Le management, dimension davantage gouvernance et stratégie qui m'intéresse davantage, 6% des articles. Vous voyez qu'il y a quand même un 35% des articles qui sont d'autres domaines, sciences politiques, économiques, aménagement urbain, certaines études sociales. Donc, il y a quand même une assez grande diversité de disciplines qui s'intéressent au domaine. Recherche par mots-clés, collaboration en économie circulaire. On a gardé 140 articles qui répondaient à nos critères pour nous rendre compte que plus de la moitié de ces articles-là, 75, dans le fond, nommaient la collaboration comme étant un facteur de succès ou un incontournable à l'économie circulaire. Puis l'essentiel du propos concernant la collaboration interorganisationnelle dans ces articles-là se résumait à ce que je viens de vous dire. Il faut collaborer. 65, donc un peu moins de la moitié, s'intéressaient davantage à la collaboration comme objet d'étude en contexte d'économie circulaire. Alors, la suite de ce que je vous présente se concentre sur ce corpus de 65 articles-là qui travaillait davantage sur le fond de ce qu'est la collaboration. En termes de contenu, puis je pense que vous allez probablement vous retrouver dans les discussions qu'on a sur l'économie circulaire, parce qu'en fait, on est à un moment, je pense, en tout cas, c'est nos observations, que la littérature reflète assez bien le discours puis l'état des connaissances ambiantes. On est comme un peu au même niveau, puis peut-être à la limite une petite affaire en retard dans la littérature. Donc, probablement que je vous apprendrai rien, mais 3 niveaux de collaboration qui ressortent des articles qu'on a traités. Premier niveau, qu'on a appelé niveau micro, qui est en fait la collaboration dans une perspective d'innovation. Donc, des entreprises qui s'allient à des chercheurs à travers des organismes de maillage, à travers des incubateurs, pour permettre d'innover, de circulariser leur propre processus de production. Donc, vraiment, souvent dans une perspective davantage de diade, auxquelles peuvent se greffer d'autres parties prenantes en soutien, mais quand je vous dis le qui, là, c'est vraiment le noyau dur qui va être mobilisé par cette collaboration. Le deuxième niveau, je l'ai mis en caractère gras parce que c'est dans 60% des articles qu'on a lus, c'est ce niveau-là qui est présenté, qui est le niveau mezzo, qui est celui au niveau de la chaîne de valeur, la collaboration au niveau de la chaîne de valeur. Les principaux secteurs d'activité qui sont visés par ces études-là sont le textile, la construction et la gestion des matières résiduelles. Donc, un niveau de collaboration qui se complexifie, où les entreprises sont encore quand même le joueur dominant dans ça, soutenu par des organismes sectoriels, les chercheurs, les gouvernements, un rôle un peu plus actif. Et là, vraiment, l'objectif est de circulariser un secteur d'activité ou une chaîne d'approvisionnement à travers, entre autres, on met beaucoup l'accent, quand on s'intéresse à la collaboration, toujours pour le rôle que jouent les plateformes technologiques pour permettre cette collaboration. Troisième niveau, niveau macro, qu'on sent assez dynamique au Québec présentement, qui se reflète à ce jour quand même peu encore dans la littérature, qui est l'approche plus écosystémique au niveau des territoires. On serait attendu à une littérature plus abondante concernant les symbioses industrielles et les écoparcs. Ça nous a un peu étonnés parce que c'est quand même les principales expériences là, à grande échelle d'économie circulaire qui ont mobilisé de la collaboration ont été des symbioses industrielles. C'est comme si la littérature, en tout cas, sur la collaboration interorganisationnelle, n'en avait pas fait un objet d'intérêt. Peut-être aussi que c'est par le faible nombre de ces symbioses-là qui perdurent ou leur manque de durée de vie. Là. Alors, je ne vais pas l'expliquer, mais où là, ben, dans nos parties prenantes, il y a comme un peu un changement. Là, c'est les gouvernements, que ce soit au niveau local, régional ou national, qui vont prendre davantage le lead de ces initiatives-là. Et encore là, ben, un ensemble de mécanismes qui sont mis en place pour soutenir cette collaboration-là. Mais quand je vous parle de mécanismes, on est vraiment dans quels sont les éléments déclencheurs. On parle de subventions, on parle de mutualisation d'infrastructures. Donc, quel est l'objet qui va réunir des parties prenantes ensemble? Mais comment va se dérouler cette collaboration-là en termes de processus? On a peu d'informations là-dessus et j'ai une idée. Une chose qui est très intéressante, par exemple, qui ressort aussi, là, je viens de vous présenter les niveaux de manière isolée, mais l'économie circulaire engendre des défis importants en termes de coordination multiniveau. Parce que, puis ça tient la route,
Une entreprise qui va décider de se circulariser, ben, elle risque de se retrouver impliquée dans des démarches à un niveau sectoriel, puis peut-être éventuellement où va passer directement à un niveau davantage macro. Les gouvernements, des organismes de soutien au développement économique, etc., vont être impliqués dans l'ensemble de ces niveaux-là. Donc, la collaboration se passe rarement isolée au sein d'un seul de ces noyaux-là, mais il va y avoir des vases communicants aussi qui viennent rajouter un niveau de complexité à cette collaboration. D'autres éléments de connaissance sur lesquels je passe rapidement, un peu pour vous montrer de quoi on parle. Tu sais, quand on parle de collaboration en économie circulaire, pourquoi on collabore? Ben, c'est en lien avec les objectifs poursuivis par l'économie circulaire pour innover, puis en vue d'optimiser l'utilisation des ressources. On nous présente la collaboration souvent dans une formule très linéaire. Alors, pour bien collaborer, il faut faire A, il faut faire B, il faut faire C, il faut faire D. Puis, l'affaire est ketchup. Un certain nombre de facteurs de succès qui sont identifiés, les conditions de succès qui sont nombreuses, des obstacles aussi, mais en bien grand moins nombre. Ça, c'est intéressant. Juan va peut-être sourire là, quand je vais dire ça, mais les gains anticipés, ça, c'est une question que j'ai posée souvent à Juan parce qu'il m'aidait dans l'analyse. Là, ça nous dit tout ce que la collaboration va permettre en économie circulaire. C'est fantastique ce que la collaboration nous promet. Mais on n'arrive pas à déterminer à la fin des articles, quand c'est ça qui est affirmé, est-ce que ça a été observé ou est-ce qu'on présuppose que c'est ça que ça va donner? Puis la lecture des articles ne nous permet pas de dire est-ce que c'est des résultats de recherche ou est-ce que c'est juste un discours qu'on continue à répéter. C'est pour ça que je voulais présenter comme ça, gain anticipé versus réalité. Là, il y a une espèce de grand mystère autour de ça. Et donc, premier constat, c'est que, puis bon, je vous l'ai dit, c'est une littérature récente, l'économie circulaire est un objet d'intérêt récent, donc c'est une littérature à ce jour qui est morcelée, qui est fondée essentiellement sur des études de cas, c'est normal, c'est un champ de connaissances qui n'est pas tout à fait mature. Sauf que la collaboration interorganisationnelle en management, c'est un champ de connaissances qu'on peut qualifier d'assez mature à ce jour. C'est un champ de connaissances, les travaux là, fondateurs, en tout cas ceux sur lesquels moi je travaille, datent de 1985 avec Barbara Gray qui s'est intéressée au processus de collaboration. C'est une littérature qui s'est développée tournant des années 90. Alors, pour les plus vieux et vieilles d'entre vous, le nouveau management public, des engagements des États qui faisaient en sorte qu'il fallait qu'on trouve des nouvelles façons d'adresser les enjeux de société auxquels on faisait face, de trouver des nouvelles sources de ressources, qui a amené des designs de collaboration interorganisationnelle qui ont été étudiés beaucoup sous l'angle du management public. Donc, puis ça impliquait essentiellement les organisations du secteur public. Fait que peut-être que c'est une des particularités de cette littérature-là qui a atteint une certaine maturité au tournant des années 2015 où on a vu apparaître vraiment davantage des modèles qui consolidaient les connaissances là-dessus. Puis on voit qu'il y a un regain de la collaboration interorganisationnelle sous l'angle des Grand Challenges, les objectifs de développement durable, puis l'économie circulaire s'inscrit dans cette mouvance-là. Alors, pour l'anecdote, moi, j'ai fait ma thèse au tournant des années 2000. Quand ça a été fini, je m'avais assis de la collaboration. Je me suis dit, passons à autre chose. Bien, ça nous rattrape parce que c'est d'actualité plus que jamais aujourd'hui avec les enjeux auxquels on fait. Alors, un pas de recul pour vous présenter quelques connaissances fondamentales en management sur la collaboration interorganisationnelle. Vous montrer peut-être les pas qui nous permettraient de mieux comprendre ce qui se passe en matière d'économie circulaire. D'abord, la collaboration, c'est un processus volontaire. Hier, j'étais dans un colloque, on cherchait des solutions pour améliorer les atteintes des objectifs de développement durable. Puis quelqu'un a dit on devrait rendre obligatoire la collaboration. On peut bien faire une loi, mais signer un beau décret, là, mais ça ne marchera pas. C'est un processus qui est volontaire. Donc, toutes les parties prenantes à une collaboration choisissent volontairement de rendre disponibles leurs ressources, leur réseau, leurs connaissances, leur expertise, généralement dans le but de gagner quelque chose, en plus de contribuer à quelque chose qu'elles ne parviendraient pas à réaliser si elles restent isolées. C'est la force de la collaboration, mais c'est sa grande fragilité en même temps. Si c'est volontaire, je peux retirer mes billes à tout moment à mes conditions. Et donc, cette idée que la collaboration, c'est quelque chose qui se crée au fil du temps à travers les interactions des membres de cette collaboration.
3 dimensions qui ressortent au fil du temps des connaissances en collaboration. Une dimension plus structurelle. Quels sont les mécanismes qu'on met en place, sachant que la collaboration peut être quelque chose de très informel qui va viser uniquement un partage d'informations, puis devenir éventuellement une nouvelle entité organisationnelle très formalisée. La collaboration, donc, peut se situer à peu près n'importe où sur ce spectre-là et se déplacer au fil du temps. Donc, la dimension structurelle. Quels sont les mécanismes formels qu'on va se donner qui permettent de partager les rôles et responsabilités, partage de risques, etc. Une dimension processuelle qui est le cœur de l'approche, en tout cas, sur laquelle moi je travaille depuis un certain nombre d'années, inspirée des travaux de Barbara Gray, qui dit que la collaboration, c'est quelque chose, une approche très constructiviste qui va se développer au fil des interactions entre les membres qui vont, à travers ces interactions-là, apprendre à se connaître, développer certains objectifs communs, vivre des succès qui vont bâtir la suite de leurs choses. Et à travers ça, on va développer des règles, des normes qui vont être continuellement en mouvance, continuellement vivantes. Et à travers ça, une forte présence de processus informels, de jeux politiques. Une collaboration, c'est volontaire. Il n'y a pas d'autorité hiérarchique en exercice dans une collaboration. Alors, à partir de ce moment-là, il y a nécessairement des enjeux de pouvoir. Puis là, il ne faut pas voir le pouvoir comme étant quelque chose de maléfique, mais il y a dans une collaboration des très grosses entreprises, des plus petites, certaines des organisations qui ont plus de réseaux, certaines qui ont plus de crédibilité, d'autres qui vont avoir plus de légitimité. Tout ça va avoir un impact sur l'évolution de la collaboration et la dimension relationnelle. C'est facile de dire il faut développer la confiance. La confiance, ça prend du temps à bâtir, surtout dans des contextes, comme en économie circulaire, où il y a une compétition, où comme entreprise, j'ai des avantages concurrentiels que je ne veux pas nécessairement perdre au profit de la cause qui va être le développement durable ou l'économie circulaire. Autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle dans la littérature sur la collaboration interorganisationnelle, l'inertie collaborative. Ça, Oxfam et Van Bien ont fait l'essentiel de leurs travaux là-dessus. Le constat, puis s'il y en a parmi vous qui travaillent dans le secteur public, puis qui ont été interpellés sur des tables de concertation, puis des affaires là même, vous savez de quoi je parle. La collaboration, là, on l'a vu, c'est plein de belles promesses, mais c'est de l'ouvrage. Oxfam et Van Bien, vous savez comme moi qu'on fait de la recherche sur quelque chose parce que ça nous intéresse. On dit à un moment donné, au sujet de la collaboration, don't do it unless you have to. C'est de l'ouvrage pour ce que ça génère comme bien. Ça crée une lourdeur et il y a souvent pour effet de démobiliser les participants. Pour toutes sortes de bonnes raisons, quand on est en économie circulaire, on nous parle beaucoup des différentes logiques organisationnelles qui sont en présence, du fait qu'on a des entreprises privées, des chercheurs, des académiciens. Ça ne va pas en même vitesse, on rajoute à ça les pouvoirs publics. Mais ça demeure quelque chose qui est un peu camouflé. Puis je trouve que le sommet là-dessus a été une occasion de le constater. Des sessions qui annoncent qu'on va parler de la collaboration. Puis là, on a 4 intervenants. Mais personne ne nous parle de ce qui les réunit, de ce qu'ils réalisent en commun. Chacun nous parle de ce que lui, il en tire, puis son rôle à lui dans l'affaire. Mais on ne voit pas la dimension collective. Fait que ça, c'est un peu un éléphant blanc qu'on a remarqué dans la littérature. Et pour en finir avec ce portrait à grand coup de crayon sur la collaboration interorganisationnelle, ben, ça, c'est un modèle de Bryson qui a intégré un peu de la littérature au tournant des années 2015, puis dans lequel il mettait bien en évidence que la collaboration, dans le fond, commence bien avant qu'elle commence. Elle va s'inscrire dans des conditions, des antécédents sur un milieu. On le voit, on travaille avec des villes. À Mirabel, là, avec leurs agriculteurs, ils vivent encore avec les relents des expropriations qui ont eu lieu dans les années 80. Alors qu'une autre ville au Saguenay, par exemple, qui va vouloir travailler avec ses agriculteurs, va avoir une dynamique complètement différente. Fait qu'il y a déjà quelque chose qui se passe là, avant même qu'on ait parlé de collaboration. Ensuite, il va y avoir des éléments déclencheurs, différentes composantes, et le leadership et la gouvernance qui vont être au cœur de ça. Puis quand je vous parle de leadership, l'exercice d'un pouvoir informel, la légitimité, la crédibilité, etc., qui sont des éléments qu'on ne retrouve pas dans la littérature actuellement sur la collaboration en économie circulaire. On a fait l'exercice de placer là, un peu les éléments qui sont sortis de notre littérature dans le modèle de Bryson. C'est intéressant parce que ça permet de mettre en relief les particularités de la collaboration en économie circulaire. On est dans un contexte différent du corpus de littérature qui s'est développé dans les années 90.
Une des affaires qui sort quand même, c'est l'ancrage qui est très technique et technologique. Ça va de pair avec l'économie circulaire. On cherche des solutions techniques et technologiques pour circulariser la ressource. On a comme tendance à vouloir transférer cette approche-là à la collaboration interorganisationnelle. Et c'est là où on a peut-être une limite qui est importante, puis on le voit bien. Alors que la perspective structurelle est correctement adressée par la littérature qu'on a consultée, on ne s'intéresse pas aux perspectives processuelles et encore moins relationnelles. Pensez que la collaboration s'exerce à travers une plateforme d'échange d'informations, c'est un rêve, c'est un vœu pieux. La confiance ne se développera pas à travers ça. L'échange d'informations, de certaines informations peut-être, mais c'est très limité. Alors, tout ça pour dire que notre revue de littérature nous fait voir qu'il y a un possible arrimage, puis il y a un intérêt à arrimer davantage les connaissances qu'on a en management sur la collaboration interorganisationnelle, en tenant compte des particularités du contexte de l'économie circulaire, puis de ses enjeux, puis des caractéristiques de ces acteurs qui sont un peu différentes, pour être capable de davantage la soutenir. Il faut redonner la substance, je pense, à cette idée de collaboration interorganisationnelle, qui là, paraît bien dans le discours ambiant, mais sur lequel on donne pas beaucoup de prise. Puis je vais terminer là-dessus. Quand je vous dis ça, c'est le reflet de la littérature que je vous fais. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un bon accompagnement qui se fait des milieux qui ont des initiatives. C'est vraiment pas donc un jugement sur les pratiques de collaboration sur le terrain, mais du point de vue de la recherche ou de la connaissance, on ne traduit pas, en tout cas, jusqu'où on pourrait aller en s'appuyant sur une littérature. Alors, merci de m'avoir laissé terminer. De savoir vos questions et commentaires. Oui, bonjour, je m'appelle Denis Normandin, Sérieux. Super intéressant. En fait, ça me ramène un peu au début de l'historique de l'économie circulaire. Moi, j'étais le cofondateur de l'Institut EDEC, auquel a participé Emmanuel. Là. On a eu toutes sortes dans l'histoire de l'économie circulaire québécoise, là, toutes sortes de jalons de collaboration. Le premier ayant commencé au niveau des chercheurs du campus, parce qu'on était sur le campus de l'Université de Montréal. Et il fallait faire travailler ensemble des chercheurs de différentes disciplines, avoir un regard croisé sur des thématiques liées à l'économie circulaire. On a fait toutes sortes d'ateliers. On a inventé des façons de collaborer à l'époque. Après ça, on est allé mobiliser des acteurs de la société civile à travers le pôle de concertation de l'économie circulaire. Puis on l'anime toujours aujourd'hui, donc des universitaires qui animent un pôle de concertation multi-acteurs. On est sorti de notre rôle d'universitaire traditionnel. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on a un écosystème, en fait, au CERIEC et au réseau, en fait, on a un écosystème de laboratoire d'accélération sectorielle en économie circulaire. Ouais. J'ai participé à un de vos ateliers de design l'année dernière. OK. Alors, tu vois, là, on a inventé en fait, on a essayé de trouver des façons d'amener les gens de différentes disciplines, de différents secteurs, des chercheurs aussi, de différentes disciplines, à collaborer ensemble pour imaginer un secteur circulaire, disons, de 2040, par exemple, puis comment on peut inventer tout le monde ensemble pour créer les solutions pour s'y rendre. Donc, mon point, c'était que ce système-là n'a pas encore été documenté en tant que tel. Je pense que ça fait très bien l'économie circulaire parce que, bon, évidemment, on le fait dans une perspective, quand on parle de l'écosystème de l'arbre d'accélération sectorielle, c'est qu'on veut que les différents secteurs qu'on investit se parlent entre eux, puis on fait des événements qu'on appelle interlabs pour faire en sorte que les différents intervenants qu'on a mobilisés se parlent et puis expriment leur expérience, en fait, collaborative dans le cadre des labs sectoriels, mais qu'on les partage entre secteurs. Et je me demande, en fait, si on n'avait pas inventé ce dispositif-là, est-ce que ce serait mis en place par d'autres joueurs ou est-ce que ce serait mis de façon spontanée? Je reviens aussi à la question des industries industrielles, parce qu'évidemment, on a Saint-Claude, tu l'as mentionné, c'est la première stratégie de circularité qui a été mise en œuvre dans près de 30 ans aujourd'hui à travers le CPTE. Et encore une fois, la collaboration, elle est un peu, je ne dirais pas forcée, là, mais elle est induite déjà par des animateurs de symbiose. Par la suite, parfois contractualisée entre entreprises parce qu'on parle d'échange de flux de matière. Donc, c'est une collaboration
lorsqu'elle devient contractualisée, ben là, les parties sont liées. J'imagine que les parties ne peuvent pas nécessairement cesser de collaborer facilement. Alors, est-ce que c'est des approches, en fait, qui sont de plus en plus documentées? Parce que, bon, la cellulose industrielle, on parle de Columbus, ça fait des années, des années, des années. Ça a été étudié, je pense, de toutes les coutures. Ouais. Elle est reproduite dans certaines circonstances, entre autres au Québec. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, lorsque l'animateur de symbiose se retire mettons, en fait, de la symbiose en question, souvent ça tombe, même si c'est contractualisé. C'est comme les assiettes chinoises, là, je trouve l'analogie que je prends, c'est-à-dire on fait tourner une assiette au bout d'un pot, puis à partir du moment où tu arrêtes de la faire tourner, elle finit par tomber. Là. Alors, ça, je me demande pourquoi ça en est là, pourquoi cette collaboration-là n'est pas maintenue au-delà de cette contractualisation à travers une animation, entre autres. Tu vois, ça c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, ben, une fois que c'est contractualisé, ben, on est au terme de la collaboration, puis ça a généré une nouvelle entité organisationnelle, ce qui risque de générer l'économie circulaire, tu sais, à terme. Mais si elle s'effrite, ben, clairement, il y a des piliers qui manquaient au niveau des bases en termes de confiance. D'échanger des données à travers une base de données, est-ce que c'est ce qui permet d'avoir nécessairement la confiance? Quel est le niveau d'information qu'on s'échange entre nous? Qui sont les porteurs de ça? Dans toute initiative de collaboration, c'est un avantage. C'est sûr que le noyau gouvernance et leadership, où généralement, on devrait créer un noyau à la fois d'individus et d'organisations. Je veux dire, les deux s'entremêlent, mais qui sont les organisations? Puis au sein de ces organisations-là, qui sont les individus? Ou est-ce qu'il y a une complémentarité qu'on peut aller chercher de gens qui, sur ce territoire-là ou dans cet écosystème-là, ont une crédibilité, une notoriété, une légitimité à influencer les autres. Puis comme dans n'importe quelle organisation, il faut prévoir la relève dans ce genre d'organisation-là ou formaliser les mécanismes qu'on va mettre en place. Puis en réalité, si je fais le lien avec ton premier commentaire, effectivement, le genre d'initiatives que vous avez faites mériterait d'être documentées. Il y en a toutes sortes d'initiatives pour soutenir les collaborations, mais elles ne sont pas documentées. En économie circulaire, on dit, ben, on collabore, on a une plateforme d'échange d'informations, mais même sur la plateforme d'échange d'informations, je serais bien curieuse de savoir à quel point cette plateforme-là est mise à jour, jusqu'à quel point l'information est vérifiée, vérifiable. Au sommet, j'ai trouvé, ça m'a fait sourire, j'entendais un chercheur français qui disait, ben, tu sais, dans le plastique, là, personne ne dit sa recette, là, il y a un paquet d'additifs là-dedans, mais en l'absence de la connaissance de cette recette-là, ben, on est limité dans notre capacité à réintroduire cette matière-là dans d'autres choses. Puis il témoignait un malaise que j'avais depuis 2 jours à entendre tout le monde dire on collabore, on s'échange l'info, puis ça va bien. C'est pas vrai que les entreprises. Puis je dis les entreprises, les chercheurs entre eux. J'ai parlé à des chercheurs, là je les appelle les vrais chercheurs, là, il y en a peut-être parmi vous, tu sais, qui ont des sarraux blancs, qui sont biochimistes, puis tout ça, qui disent on développe des technologies. Puis je travaille avec des gens sur la biométhanisation, ils disent c'est hallucinant comment au Québec, les chercheurs ne se parlent pas sur la biométhanisation, on ne se parle pas d'une initiative à l'autre. C'est comme si tout le monde recommençait à zéro. Certains vont voir ce qui se passe en Europe encore à ce jour, alors qu'il y en a en opération au Québec. Tu sais, fait que c'est pas vrai que cette collaboration-là s'effectue. Fait que des initiatives comme la vôtre, comme d'autres qui sont mises en place, il y a les synergies, il y a toutes sortes de trucs. Ben, qu'est-ce que ça donne? Comment ils fonctionnent? Comment ils sont perçus par les parties prenantes? Puis dans le temps, là, je comprends qu'on n'a pas eu beaucoup de temps encore, mais ça commence là, à être intéressant. Ben, dans le temps, qu'est-ce qu'ils ont mis en place qui fonctionne, qui fait que le Jello pogne tout dans sa chambre, que ça ne soit jamais un noyau figé? Les parties prenantes vont bouger, les écosystèmes bougent, il y a des entreprises qui se retirent, il y en a qui font faillite, il y a des merges, il y a toutes sortes d'affaires, mais on ne les décrit pas, ces mécanismes-là, qui permettent d'intégrer, par exemple, je me souviens d'un article en Inde où on intègre les collecteurs de déchets underground, tu sais, dans la filière, mais on ne nous explique pas comment ça s'est fait. Comment on gère la symétrie de pouvoir? Ces gens-là qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de pouvoir financier, c'est pas vrai qu'ils sont capables de faire contrepoids à un waste management dans une même instance. Mais ça reste des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la littérature et qui sont frappants quand c'est un objet qui nous intéresse. C'est pour ça que je pense qu'il y a des emprunts intéressants à faire, puis peut-être aller voir des initiatives comme la vôtre ou d'autres qui sont mises en place depuis longtemps quand même en matière d'innovation sociale, dans le monde social. On est plus familier avec ce genre d'approche-là.
C'est pas identique, mais on pourrait clairement faire des emprunts par rapport à ça. Puis documenter ce qui se fait. Écoute, l'aide construction, on a mobilisé plus de 300 personnes, 120 organisations. La première phase est terminée. Ça peut être un objet d'étude. On a 2 autres labs, système alimentaire textile, qui roulent en ce moment. On est en train d'en monter d'autres. Fait que si tu veux, tu cherches des objets d'étude avec des différents stades de maturation, ben on est là, on est Ça mériterait d'être fait, c'est sûr. Ben, je suis même surpris, j'aurais pensé que vous l'aviez déjà mis dans le rapport. C'est l'idée d'intéresser les chercheurs de sciences sociales à venir voir le lab comme un objet d'étude, on pas aussi. On a des questions en ligne aussi. Oui, on a une question en ligne. En fait, des commentaires plutôt, mais d'une personne qui ne pourra pas intervenir directement parce que sa connexion est mauvaise. Mais donc, c'est Julie Larivière de la Synergie Québec, justement, parce qu'on parlait de synergie, et qui nous informe qu'elle présente la collaboration agile et évolutive à travers une transversalité multi-échelle dans le cadre de la communauté Synergie Québec cet après-midi dans le colloque 433. C'est plus facile à lire qu'à... Mais surtout, c'était surtout un commentaire en réponse au questionnement du pourquoi la littérature scientifique est minimum au Québec. D'après Julie, c'est surtout la littérature grise qui est majoritairement mise de la vente et très peu, en fait, finalement, le reste qu'on pourrait prendre dans ce genre d'études au Québec. Tout à fait. J'aurais aimé assister, Julie, à votre colloque. En tout cas, je serais bien intéressée de savoir là, si on peut prendre contact. La nature de votre présentation, ça m'intéresserait. Elle nous